Eh bien, bonjour à tous, Fanny de Cité Radio. Je suis ravie d'être avec vous donc pour un numéro spécial d'Eternal Sunshine. Vous savez peut-être que le mois de novembre est un mois qui a du cœur, puisque en fait, eh bien, tout ce mois-ci, c'est j'irais une mise au devant du mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et donc, eh bien, j'ai eu envie, pour le coup, de faire cette émission et d'avoir un invité qui est un chef d'entreprise, vous allez voir, engagé, qui a une entreprise avec une organisation qui aussi, eh bien, montre que l'entreprise classique peut aussi avoir un rôle social, un rôle sociétal et aussi un impact environnemental. Et voir comment, en fait, bien, c'est l'entreprise classique peut aussi bien travailler, coopérer avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, merci Jean-Louis Jarry d'être présent avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es le président, directeur général de Vlad avec un associé depuis de longues années. Depuis quelques années, enfin, Oui. Chez Vlad depuis peu, mais enfin depuis 3 ans, mais associé depuis quelques années évidemment. On fait notre route ensemble. Bon, ça c'est beau de trouver en fait aussi un duo qui a la même vision de l'entrepreneuriat. Ouais. Et d'ailleurs, ça va être ma première question avant, tu vois, d'aborder ensemble bien le sens même des actions que peut aujourd'hui prendre en main Vlad depuis quelques années. Dis-moi déjà, toi, quelle vision tu as de l'entrepreneuriat? Alors nous, déjà, on a un motto et une baseline. Chez nous, il faut rêver l'entreprise idéale et la réaliser ensemble pour le bien-être de tous. Ça, c'est ce qui nous anime au quotidien. Alors, tout commence par le rêve. C'est ce qu'on pense. Il n'y a pas de champion olympique qui n'ait pas un jour rêvé d'être champion olympique. Donc, tout commence par le rêve. Et puis après, il faut traduire ça très concrètement en objectifs, puisque l'entreprise elle a quand même des responsabilités, on verra tout à l'heure, sociétales, environnementales, mais aussi un premier objectif, c'est d'avoir un niveau de profitabilité qui permet de se développer. Tout à fait. Et toi, donc en fait, cette envie d'entreprendre, elle passe donc déjà par ce rêve qui finalement se traduit par quoi? Est-ce que c'est, je dirais, un dépassement de soi, forcément, mais est-ce que ça va bien plus loin quand on parle de création d'emplois ou d'empreinte aujourd'hui, tu vois, de la responsabilité de l'entreprise? Qu'est-ce qui, toi, t'anime en fait? Le moteur, c'est… quand tu entreprends, en comme effet. beaucoup de choses, c'est l'aventure humaine. Moi, je suis sur le plan humain et l'emploi, tu en parlais tout à l'heure, je suis engagé depuis longtemps dans cette voie à travers une activité au sein du réseau Entreprendre, qui est une association qui accompagne les créateurs d'entreprises pour créer de l'emploi en France. Donc le sujet humain et de l'emploi, il est fondamental, il est au cœur du système. Je pense que les entrepreneurs, dignes de ce nom, font ça pour l'aventure humaine, pour créer de l'emploi, pour satisfaire des gens au quotidien. L'argent, ça passe quand même au deuxième plan. Alors ça, c'est quand même assez surprenant parce que c'est vrai que, tu sais, on a finalement aujourd'hui deux familles, on peut dire, dans l'économie. Il y a l'économie classique du capitalisme où en effet, on est plutôt sur de l'histoire, l'historique même de l'économie classique, c'est la lucrativité. En prime abord, mais et de l'autre, on a l'économie sociale et solidaire où en effet tu parles de l'humain qui en fait, eh bien vient, j'irais être le point d'ancrage pour avant même de parler de capital, etc. Donc quand en fait tu nous parles de cette manière-là, on peut dire que finalement aujourd'hui il y a une prise de conscience en fait des chefs d'entreprise qui sont pas forcément de la grande famille ESS telle que aujourd'hui la loi ESS l'a mis en place, mais toujours est-il, vous avez quand même cette place de l'humain. L'humain est au cœur, en effet, de votre politique de développement. C'est central. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'homme. Ça commence comme ça. Nous, on a coutume de dire que, en fait, on parle beaucoup d'industrie 4.0, de robotisation, d'informatisation, de numérisation, d'intelligence artificielle. Pour nous, le 4.0, s'articule autour de 4 points. C'est-à-dire que le premier, c'est veiller au bien-être des salariés, des salariés qui se sentent bien. Déjà, ils sont moins malades, ils sont plus motivés par ce qu'ils font, etc.
Il y a un sentiment d'appartenance. Leur faire confiance et leur donner des responsabilités. Ouais. C'est aussi le moyen de respecter les gens et d'obtenir et de travailler avec eux sur des performances du coup économiques. Le troisième volet, c'est distribuer les résultats, c'est-à-dire que nous, on est donc entreprise participative. Alors, tu peux en dire plus d'ailleurs, parce que c'est un label, hein, ce que j'ai compris. C'est un label qui en fait permet d'identifier les sociétés qui sont, on va dire, vertueuses sur le plan de la distribution des résultats et de l'ouverture du capital. Donc nous, on a ouvert le capital aux salariés, donc un salarié sur 2 est rentré au capital. Et puis la distribution à travers l'intéressement, on distribue une partie des résultats aux salariés en fin d'année. Et quel message en fait il y a derrière ça lorsque vous avez décidé d'intégrer les salariés? Je crois qu'il y a tout un... Enfin, une entreprise, ça fonctionne avec une équipe. Et il n'y a pas de raison que quand la société gagne de l'argent, qu'elle fait des résultats et une certaine performance qui est due à l'équipe. Le résultat, c'est pas le dirigeant ou les dirigeants qui font les résultats de la société. C'est un travail d'équipe, on est d'accord. C'est un travail d'équipe, donc il n'y a pas de raison de ne pas redistribuer ce qui a été gagné par la collectivité. Donc, en restant, on va dire, sobre, raisonnable et sage, une partie de ces résultats sont distribués, à partir d'un certain niveau de résultat, évidemment. Et quel est le retour en fait des salariés par rapport à cette décision? Est-ce qu'il y a quel a été le ressenti? Comment il faut leur demander. Moi, on n'est pas une prochaine fois, il faudra que. Oui, je pense qu'il faut interroger des salariés. Peut-être, ce serait prétentieux de dire que ce qu'on fait, ça plaît à tout le monde. En tout cas, nous, on le fait avec notre cœur, notre envie, et l'idée que l'entreprise moderne ou l'entreprise responsable, voilà, elle fonctionne comme ça. Ça paraît assez naturel. Entre nous, il n'y a rien d'extraordinaire. Beaucoup de sociétés le font, beaucoup pourraient le faire, beaucoup vont le faire. En tout cas, moi, j'encourage des entrepreneurs à le faire. Ça rend heureux, de rendre les gens heureux. Donc voilà, nous, on l'a fait tout simplement. Et le dernier point, parce que je t'ai coupé, tu parlais des 4 points qui sont importants. Veiller, pour nous, c'est veiller au bien-être des salariés. Ça, c'est fondamental. On a mis en place chez nous des massages, des cours de sophrologie, etc. Donc, c'est pas que un beau bureau, etc. Il faut aller un petit peu plus loin. Donc, faire confiance et donner des responsabilités, ça, c'est le point 2. Le point 3, alors, en fait, j'ai découpé en 2 points, c'est distribuer les résultats. Et le point 4, c'est ouvrir le capital. Donc, ça fait un peu les 4 points qu'on essaie d'avoir en tête. Alors, est-ce que tu connais un petit peu le socle de l'économie sociale et solidaire et ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'entreprise sociale, je dirais les grands principes, est-ce que tu les connais? Pas particulièrement, je pense qu'il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de gens qui essaient par les temps qui courent de s'approprier ces sujets d'entreprise sociale, ces sujets d'écologie, d'environnement. Nous-mêmes, on va s'engager dans tout ce qui est RSE. Alors, c'est un terme un peu barbare. Alors, ça veut dire la responsabilité sociétale des entreprises, parce que c'est vrai que... mais bon, beaucoup de gens le font sans finalement se rendre compte depuis des années. Non, je crois que on a aussi été élu entreprise citoyenne au top entreprise. Je pense que c'est parce que déjà naturellement, on a une orientation humaine. Donc, non, mais la définition d'entreprise sociale et solidaire. Alors, c'est ça qu'en effet, moi, je trouve qu'on voit aujourd'hui que finalement, l'entreprise classique prend conscience très clairement d'amener une révolution finalement dans son organisation, dans son mode de développement, dans sa manière aussi de manager et de penser aussi ses produits et de les communiquer, parce qu'on voit bien, tu as vu, j'imagine, que même cela se traduit dans la communication de l'entreprise, on se retrouve finalement avec, je dirais, une communication corporate qui sort de cette publicité très intrusive. On est plutôt à parler aujourd'hui des valeurs de l'entreprise, et on va même plus loin, on va vraiment démontrer aussi les valeurs et les engagements de l'entreprise. Donc on voit bien que l'entreprise classique se transforme, est en mutation, et en face de ça, en fait, je voulais quand même vous préciser la différence, le distinguo qu'on peut avoir avec une entreprise sociale. Alors,
c'est vrai que le terreau commun qu'on peut avoir entre ces deux, ce sont les valeurs. C'est ce management comme Vlad peut avoir aujourd'hui au niveau des salariés avec une prise en compte vraiment de l'épanouissement. Ça fait partie des principes de l'ESS également, de la gouvernance. On voit qu'il y a chez vous aussi, tu vas nous en parler tout à l'heure, mais même à travers le mécénat, les salariés sont impliqués. Oui. Donc, il y a là aussi, et une participation, comme tu dis, au capital. On a là un terreau qui est assez commun, en fait, avec l'entreprise sociale. Le point peut-être différenciation, c'est la lucrativité limitée, c'est-à-dire qu'en fait, les excédents qui peuvent se faire grâce donc à la vente des produits ou des services de l'entreprise, eh bien, sont à 60% remis, en fait, dans l'activité. C'est peut-être le point, je dirais, aujourd'hui, qui peut vous différencier avec Vlad. Alors nous, les résultats ne vont pas dans la poche des actionnaires. Pour l'instant, les résultats sont réinvestis dans la société. D'accord. En totalité. Alors je me trompe pour le coup, oui. Non, tu ne te trompes pas parce que on a quand même, nous, pour être tout à fait honnête, un souci de performance, de rentabilité qui est certainement un peu différent de ce qu'on imagine dans une entreprise sociale et solidaire. En même temps, on essaie d'être raisonnable. Mais je crois que les choses changent, comme tu le disais, mais imposées surtout par les jeunes générations. Parce que les jeunes générations, on essaie de recruter des jeunes. C'est aussi la dynamique de l'entreprise pour partie. Je ne veux pas dire que les vieux, moi je suis un vieux, donc, mais les jeunes, ça apporte beaucoup de jeunes talents qui arrivent, beaucoup d'efficacité, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de fraîcheur, et surtout cette idée que les jeunes, ils ont d'autres idées, ils ont besoin de sens, ils veulent des entreprises vertueuses qui respectent l'environnement, ils veulent des conditions de travail différentes, etc. Donc, il y a aussi une espèce d'obligation de se transformer. Comme je le disais, les espèces qui survivent ne sont ni les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent. C'est Darwin qui a dit ça. Tout à fait. Mais c'est vrai pour une entreprise. Mais c'est une démarche progrès, en fait. Si elle ne s'adapte pas, elle va disparaître. Et s'adapter aujourd'hui, c'est prendre en compte l'environnement, prendre en compte les salariés, de plus en plus, les exigences des plus jeunes, tout en gardant le cap sur le développement de l'activité quand même. Alors, est-ce que tu fais également ce même constat, puisque en effet, aujourd'hui, on voit que les entreprises qui sont sur la vente de produits ou de services, tu vois, auprès des particuliers, sont vraiment là en mutation complète parce qu'ils ont compris que le consommateur, vous êtes dans une consommation consciente, vous n'êtes plus dans une consommation du bon produit à pas cher, vous voulez du bon produit, mais aussi avec des entreprises qui sont concrètement engagées, vous attendez vraiment une traçabilité de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque toi, Vlad, tu peux en parler davantage sur ce qu'elle propose aujourd'hui et vers qui, et est-ce qu'il y a cette exigence maintenant, tu ressens sur ta propre clientèle qui est plutôt professionnelle? Alors oui, nous, on est dans un univers, on fabrique des batteries, on conçoit et on fabrique des batteries pour les appareils médicaux. Tu parlais tout à l'heure de traçabilité. Il y a un niveau d'exigence aujourd'hui sur la traçabilité des produits qui est clair. On va devoir progresser dans ce domaine. Très bien. On va aussi demander à nos ingénieurs, à nos bureaux d'études de développer des produits qui soient garantis complètement recyclables, ça veut dire démontables, des produits qui soient démontables, donc complètement recyclables, avec des matériaux, si possible, vertueux et recyclables, et certainement pas fabriqués par des petits-enfants à l'autre bout du monde, etc. C'est aussi tout ça, la vertuosité et cette idée d'un produit fini, de qualité, qui respecte l'environnement et donc qui peut se recycler, mode économie circulaire. Surtout qu'en plus, vous avez une dimension, vous, internationale. Oui. Donc, il y a d'autant plus d'enjeux, en fait, derrière, parce que vous avez un impact qui peut être quand même assez fort sur l'environnement. Oui, on vend dans 70 pays, mais c'est aussi bien de pouvoir montrer dans d'autres pays qui sont peut-être un peu moins avancés sur ces sujets-là, de leur montrer qu'on peut développer des produits de qualité, qui sont positionnés en termes de prix sur le marché, c'est quand même important, qui sont produits en France, puisque nous, on a notre usine de production en France. Très bien. Tout en réalisant des performances économiques qui sont... Combien y a-t-il en fait d'ailleurs de salariés, de collaborateurs? On est une soixantaine de salariés aujourd'hui. Et puis on est sur un rythme de croissance qui est assez fort. Donc on sera certainement dans 4 ou 5 ans 2 fois plus.
Alors maintenant, je voudrais qu'on vienne en fait sur la manière donc vous travaillez avec les acteurs historiques hein, de l'économie sociale et solidaire. Je pense aux associations. Est-ce que vous avez aujourd'hui une démarche mécénat? Comment vous l'avez construite et qu'est-ce que ça a amené comme type de coopération? Alors, sur les associations, puisque c'est le début de ta question, on travaille avec les ateliers protégés. Alors Donc, qu'est-ce que ça, tu peux alors c'est préciser les pour anciennes, je sais plus comment ça s'appelait, AP, pas APF, mais enfin les gens qui sont en difficulté, D'accord. et donc à qui on confie des petites tâches. Donc ça, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi chez nous, mais depuis très très longtemps. Pour le mécénat, c'est un peu plus récent. On s'est dit que, bah, toujours pareil, là, une des responsabilités de l'entreprise, c'est aussi ça, c'est de pas se voir uniquement que dans son petit En monde, silo voilà, et dans son pas économie, participer en voilà. fait au développement local parce que c'est vrai qu'un territoire dans lequel on est implanté, c'est important qu'il soit, que c'est un territoire en bonne santé. Bien sûr, bien sûr. Donc, nous, on a commencé à se dire il y a 3 ans, on va faire une opération de mécénat. On veut lancer le mécénat chez nous et avoir une récurrence au niveau du mécénat. Donc, on a décidé d'accompagner l'association Handicap International. D'accord. On a choisi quelques causes dans le monde qui nous intéressaient, notamment en Afrique, avec une cause, donc la malnutrition des enfants au Burkina Faso. On a présenté plusieurs projets. Les salariés ont décidé, ont choisi cette cause. Et donc, on a fait pendant 1 an 1% de la production de batteries de notre outil de production a été reversé à l'association. Ça fait plus de 20 000 euros. C'est On super. bénéficie des 2 tiers de déduction fiscale. Si des entreprises comme la nôtre, qui font pratiquement 20 millions d'euros, ne peuvent pas donner 20 000 euros moins 14 000, c'est-à-dire 5 000 6 000 euros. Bon, pour une Est-ce que association, pour les entreprises qui pourraient nous regarder, je pense que quand même elles sont au fait, mais en fait, qui dit mécénat dit c'est défiscalisation. ça. Donc ça, c'est Deux un tiers. intérêt de, voilà. 2 tiers de la somme donc qui est donnée est déductible de votre imposition. Quel bénéfice il y a aussi derrière le mécénat? Pourquoi vous, toi et ton associé, vous avez eu envie d'impliquer les salariés et pourquoi aller voilà, sur Bah, cette démarche? pour aussi donner du sens, c'est-à-dire que on a fait une deuxième opération avec À chacun son Everest, hein, qui est une association qui aide les femmes et les enfants en émission de cancer, parce que tout simplement, ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire que je pense que les collaborateurs ont besoin de savoir que ce qu'ils produisent, finalement, le fruit de leur production, ça va pouvoir aider une femme malade, un enfant malade. Peut-être quand c'est un peu difficile, qu'on travaille derrière son atelier, chez nous, bah, si on dit ça, on peut en tirer une La certaine symbolique est fierté. forte, Voilà, oui. la symbolique est forte. Et puis, bah, je crois que l'État se désengage de plus en plus de choses en termes de Tout à dotation fait. financière. Je pense que bon, les entreprises peuvent prendre le relais sur un certain périmètre raisonnable. En tout cas, nous, on pense que c'est faisable et on le fait. Et le choix de ces deux associations dont tu me parlais, c'est une rencontre qui s'est faite et voilà, vous avez fait ce choix-là. Comment en fait Bah, vous avez fait la rencontre de ces deux associations? la première association, on se disait que comme nous sommes 75% de l'activité chez nous et donc dans le domaine médical, Oui, il y on avait se une disait qu'il cohérence. y avait une cohérence avec en plus une dimension qu'on a voulu internationale pour la société depuis quelques années. Ça paraissait bien Handicap International, avec une visibilité et puis une association sérieuse, c'est-à-dire qu'on doit aussi Bien s'assurer sûr. que les associations avec lesquelles on travaille ne dépensent pas 80% en frais généraux de ce qu'on leur donne, hein, mais que tout ça c'est contrôlé général. Donc de ce côté-là, pas de problème. Et puis à chacun son Everest, bah, en fait, c'est la rencontre avec Christine Janin, hein, qui est la fondatrice de cette association, qui était la première femme à gravir l'Everest. Ah Une oui. femme assez extraordinaire qu'on avait aussi envie d'aider sur cette thématique. Et puis bah, la prochaine thématique 2020, ce sera plutôt autour de l'environnement, comme on en parlait. Parce qu'il y a un changement de cap pour vous aussi. Enfin, je dirais Ouais. pas changement de cap, mais un renforcement de cette démarche de l'impact environnemental. Et Oui, je pense que
s'il n'y a plus de planète, il n'y aura plus de malades. Hein, donc, il faut peut-être commencer par, ou s'intéresser aussi à la planète. Donc, en tout cas, on va le faire cette année. On est en train de réfléchir à l'association qu'on va aider. Alors, si on peut récapituler auprès des associations, parce que c'est vrai, souvent, vous pouvez vous questionner, mais qu'est-ce que finalement, comment convaincre une entreprise, comment en fait l'amener à vous soutenir? Comme vous pouvez entendre Jean-Louis Jarry, c'est que il y a différentes dimensions. La première, c'est bien sûr la viabilité de votre association, démontrer que vous avez cette efficacité d'action et puis d'utilité sociale. Hein, c'est important, comme tu c'est disais. fondamental. Hein. Le deuxième point, comme tu disais, c'est qu'il y a aussi la cohérence. Parce qu'une entreprise a des valeurs, a des enjeux aussi qui sont propres. Il faut s'aligner un peu avec ses objectifs. Il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence. Enfin, en tout cas, nous, des valeurs communes, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir une bonne osmose entre l'association qu'on essaie de faire participer, hein, puisque nous-mêmes en interne, on a un compteur qui permet tous les jours de voir ce qu'on va donner, reverser. On a toute une animation en interne. Il faut qu'il y ait quand même un peu d'implication de l'association pour qu'on crée une dynamique autour de ça. Sinon, on peut faire un chèque et dire voilà, bonjour. Donc, il y a le lien aussi, c'est ça, le contact aussi ouais. entre l'association et l'entreprise. C'est qu'en effet, l'entreprise n'a pas forcément envie qu'être, à donner un chèque, comme tu dis. Oui, il y a un lien. Est-ce que des associations sont intervenues même dans l'entreprise? Oui, nous, on a fait... alors, bon, quand c'était un peu plus loin, des petites vidéos qui sont postées, envoyées, on donne des nouvelles de l'association, on donne des nouvelles des enfants malades, on crée un peu ce lien et cette dynamique, encore une fois, pour renforcer aussi le sens de l'action de nos salariés. Et l'impact que ça va donner. Finalement, ce qu'on fait, c'est bien. Enfin, on peut en parler, on peut le partager, on peut dire, si le dirigeant d'entreprise fait un chèque à une association, point barre, etc., les salariés sont à peine au courant, ils ne peuvent pas retraduire ça. S'ils sont impliqués, ils vont pouvoir en parler en famille, à des amis, dire, nous on fait ça. Et au moins, en fait, l'entreprise devient aussi un relais aussi de communication et diffusion pour l'association, tout comme l'association vient vraiment aussi redonner du sens, des valeurs en interne comme en externe. Donc ça, vous voyez, c'est important aussi cette relation de main à main, parce que c'est vrai qu'il y a cette distance ne permettra pas en fait vraiment cette proximité et cette envie après de poursuivre aussi. Hein. Il y a des entreprises qui poursuivent et fidélisent leurs dons, donc ça c'est important. Et moi je voulais revenir maintenant sur la RSE, parce que on a vu donc le mécénat est une des expressions, actions que peuvent réaliser une entreprise pour être aussi un acteur. On a vu sur le management aussi des salariés. Maintenant la RSE, donc cette grande bannière dans laquelle on peut y mettre ces deux prismes qu'on a vus ensemble. Le mécénat en fait partie, parce que dans une démarche RSE, il y a la participation, la part développement local de l'entreprise. Donc le mécénat est une démonstration de son action. Est-ce que donc tu me parlais tout à l'heure de la RSE dans une envie maintenant d'aller sur un travail plus poussé sur l'offre, le produit même? Oui, c'est-à-dire que nous on fait de la RSE, on en fait un peu sans le savoir sur un certain nombre de volets, notamment le social. Mais l'idée c'est quand même maintenant d'organiser un peu plus la chose, d'avoir un certain nombre de métriques, c'est d'outils de mesure qui permettent de voir sur un certain nombre de critères comment on se comporte. De pouvoir évidemment le communiquer à l'extérieur, mais aussi le communiquer à l'intérieur de la société pour que les gens prennent aussi la responsabilité, se rendent compte des choses, notre consommation d'énergie, notre bilan carbone, tout un tas d'éléments qu'il faudra, on va dire, traquer, suivre, communiquer, se donner des objectifs et s'aimer pour que les gens se rendent compte et deviennent responsables et puissent s'impliquer dans le projet. Ça n'a de valeur, la RSE, que si tout le monde, c'est pas la lubie des dirigeants, il faut arriver à faire en sorte que ce soit suffisamment
partager pour que les gens se l'approprient et que ça devienne un mode de vie ou un mode de fonctionnement dans l'entreprise. Parce que ça, c'est un enjeu, en effet. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une RSE pour une RSE. Il faut Non, absolument que les salariés soient aussi partie prenante de la définition comme de la réalisation concrète de la politique RSE. Et derrière ça, en fait... Mais ça doit être un jeu et une espèce de compétition intelligente. Oui. Peut-être que demain, on devra se préparer à ce qu'on appelle la décroissance, c'est-à-dire produire moins mais mieux. Si on met les gens dans la logique de finalement on a compris, c'est intéressant, comment on fait pour baisser notre empreinte carbone, comment on fait pour baisser notre consommation, comment ceci, comment cela, etc. On va créer cette dynamique où les gens vont s'en faire une espèce de compétition intelligente pour dire ah non mais attends là faut pas, non mais là on consomme trop, etc. C'est ça l'idée. C'est que les gens deviennent responsables. C'est pas le grand méchant loup qui dit attention, t'as trop dépensé ou t'as trop consommé d'électricité. L'idée, c'est que ce soit vraiment l'intelligence collective, comme tu l'as dit. Et là, en fait, je vais rebondir sur ce que tu viens de me dire, Jean-Louis, parce que en fait, je pense qu'il y a là aussi un système de coopération intelligente à avoir entre l'entreprise et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors pourquoi? Parce qu'en effet, rien que des associations ou même des startups qui sont dans l'innovation techno, tu parlais d'intelligence artificielle, etc. Eh bien, pourquoi en fait aujourd'hui il y a un intérêt probant que la passerelle se fasse entre l'entreprise qui est là sur une politique RSE et qui souhaite vraiment s'investir et tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une expertise d'un territoire, d'un public, d'une techno. Il y a vraiment là, en fait, j'irais un millefeuille d'intérêt pour une entreprise d'aller vers, en fait, ces acteurs-là et d'autant plus sur des acteurs ressources de son propre territoire. On appelle ça la RSE territoriale. Est-ce que ça te parle? Pas particulièrement. Alors, c'est le MEDEF, vois-tu. Alors, c'est quand même incroyable. L'année dernière, qui a en fait mené une étude avec une grande tête de réseau de l'économie sociale et solidaire, qui est Recherche et Solidarité. Et en fait, cette étude a mis au devant la RSE territoriale. Donc, c'est une RSE, en fait, qui se construit avec des acteurs ressources de son propre territoire. Les effets, ils sont multiples, très clairement. Pour l'entreprise, c'est un ancrage fort. Ouais. Parce que faire avec ces acteurs ressources de son propre territoire, c'est aussi vraiment ancrer d'autant plus l'entreprise dans son territoire. C'est aussi derrière, participer au développement, à la richesse d'un territoire, parce qu'une entreprise qui va faire fonctionner des acteurs ressources, locales, vont se retrouver aussi à grandir et à s'enrichir mutuellement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet que je souhaitais vraiment aborder pour toutes les associations ou les acteurs comme de l'ESS ou les entreprises, c'est que faites ensemble. Je pense qu'en effet, oui, mais c'est important ce que tu dis, parce que même dans la logique même de travailler les sujets RSE, c'est pas la peine d'aller chercher un partenaire à l'autre bout du monde. Alors peut-être que à Sainte-Maure-de-Touraine ou à côté, à Loches, où il y a quelqu'un qui fait très bien, peut-être un peu plus cher, mais bon, peu importe. Ou des fois moins, parce que vous savez, les grosses agences parisiennes. Oui, donc effectivement, c'est aussi, je pense que c'est tout à fait cohérent d'intégrer cette dimension territoriale pour être complètement en ligne avec l'idée qu'on a d'une belle RSE. Alors maintenant, moi, avant de terminer, je voulais que tu me fasses un petit message en fait peut-être à tes confrères d'une part, aux entreprises qui sont peut-être pas encore dans ce que fait Vlad aujourd'hui, dans cette quand même engagement multiple qu'il peut y avoir au niveau de tes salariés, du mécénat, la RSE. Qu'est-ce que tu as envie comment tu pourrais leur parler et leur dire aujourd'hui passer le cap. Oui, bon, déjà, je ne veux pas être donneur de leçons, ce qu'on fait, beaucoup de gens le font. Moins d'inspirer. On n'est pas un modèle absolu, etc. On fait des choses avec ses envies, son cœur, c'est aussi ça qui guide. Il faut avoir envie de faire les choses pour les faire. Premier temps de la valse, avoir envie. Deuxième temps de la valse, c'est possible, et simplement. Parce
parfois on a des envies, mais on dit oh, ça va être compliqué, etc. Ça, venez me voir si vous avez, si vous avez des envies et que vous voulez un petit coup de main ou un échange. Moi, je suis toujours à disposition pour parler de ces sujets-là. Le mécénat, c'est quand même assez simple. Il y a des choses assez simples à faire. Hein. Bon, distribuer ses résultats, bon, c'est pas très compliqué, mais il faut avoir envie. Alors après, c'est l'envie et peut-être la peur. Est-ce que c'est toujours ça aussi, hein, gérer les deux freins? Normalement, un chef d'entreprise, il n'y a pas trop peur. Enfin, on peut imaginer que ce sont quand même des gens qui sont un peu conquérants, qui osent, qui sont un peu en mode conquête. Donc, c'est pas la peur, c'est surtout l'envie, je pense. Oui, hein, je comprends. Ou la méconnaissance de ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, faire du mécénat, distribuer une partie des résultats. D'ailleurs, vous avez un blog, Vlad, qui en fait met au devant des articles, labels, également entreprises participatives. Donc au contraire, on vous mettra le lien pour que vous puissiez aussi vous en inspirer. Et puis alors, moi je voulais faire un clin d'œil quand même au réseau Entreprendre parce que tous les deux, c'est de cette manière qu'on s'est rencontrés. Et j'ai trouvé Quelle ça belle fort. Rencontre. Ah, c'est vrai, hein. Merci, ça fait plaisir. Merci. Et donc en effet, je trouve ça fort quand même, parce qu'on a toujours des fois des clichés, hein, des chefs d'entreprise, c'est chacun pour soi, et pas du tout en fait. On est loin de ça. Vous voyez, comme quoi, bon. Rien n'est parfait, bien sûr, il y a encore des entreprises qui sont pas dans cette dynamique, mais moi je crois beaucoup qu'elles sont de plus en plus nombreuses et le réseau Entreprendre vraiment l'illustre, hein, parce que c'est une vraie solidarité entre des chefs d'entreprise qui ont quand même de l'expérience et qui viennent donner de leur temps, hein, puisque le principe, tu peux l'expliquer un peu du réseau Entreprendre? Oui, bah, le réseau Entreprendre, donc c'est une association de chefs d'entreprise qui accompagne les créateurs d'entreprises qui créent de l'emploi. Donc, il y a tout un système d'accompagnement hein, pour ces parrainage, de parrainage pendant 2 ans. Fort, hein, sans donner trop de détails parce que ça va être un peu long, mais l'idée c'est quand même justement de créer de l'emploi et ce que disait André Mullier qui est créateur de l'association qui résume tout, pour créer de l'emploi, il faut créer des employeurs, il faut les aider. Donc ça passe par l'accompagnement des chefs d'entreprise. Alors nous, on dispense nos connaissances et nos accompagnements de manière gratuite. Mais je crois qu'il y a aussi une chose qui est importante qu'on a perdu dans nos sociétés et qui sont importantes, c'est la transmission. C'est-à-dire que moi, j'ai un certain âge, j'ai une certaine expérience. On ne se rend pas trop compte finalement du capital qu'on a. Et donc, pouvoir le transmettre à des plus jeunes ou moins jeunes, mais qui n'ont pas l'expérience de l'entrepreneuriat, bon, c'est assez intéressant. Et c'est vertueux parce que il y a un effet miroir, c'est-à-dire que vous aidez quelqu'un, puis finalement quand vous l'aidez, vous lui donnez un conseil, vous dites oui mais chez moi c'est comment finalement, lui il fait comme ça, c'est peut-être intéressant, on découvre aussi des choses, c'est inspirant, pour vous aussi. Humainement c'est très riche. Bon, et ben voilà. Et puis moi, je voulais aussi vous dire, je voulais faire un petit clin d'œil à 2 réseaux qui sont le réseau. Alors, il y a une association qui s'appelle la Table Ronde, qui en fait réunit des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, hein, jusque 40 ans. Après, passer 40 ans, heureusement, il y a une autre association qui prend le relais. Mais en tout cas, voilà, celle que je connaissais, la Table Ronde. Et en fait, cette association, eh bien, elle s'investit beaucoup. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont voulu se réunir pour aussi agir à leur manière auprès d'associations. Et là, ils ont une opération Les Sapins qui se fait donc sur la première quinzaine de décembre pour l'association 1001 pétales qui agit pour les enfants atteints de cancer. Et donc, voilà, c'est un clin d'œil aussi, vous voyez, les formules qu'il peut y avoir, les formes d'engagement qu'il peut y avoir derrière les entrepreneurs. Il y a aussi le réseau Aura, qui est un club entreprise, on va dire, de petits commerces à Tours. Et eux, ils ont décidé de remettre 1% de leur chiffre d'affaires à des associations également. Vous voyez, en effet, c'est une entreprise, ça peut être aussi un réseau d'entreprises, un réseau d'entrepreneurs. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se multiplient, comme aussi Mécénat Touraine Entreprise, hein, qui est donc très axé sur la culture. Donc, comme quoi, vous voyez, bien, allez-y. Au contraire, je pense que la frontière n'est plus là, hein, entre l'entreprise et le monde de l'économie sociale. Au contraire, aujourd'hui, l'entreprise, elle est là, elle est prête à faire aussi des transformations au sein même de son entreprise, mais aussi dans ses actions. Donc, c'est une vraie invitation à aller au-devant de
ça et à vous retrouver les uns les autres. Je voudrais terminer cette émission d'une part en remerciant Guillaume, mon technicien favori. Je te remercie. Merci à Cité Radio aussi de rendre possible cette émission. Merci à toi, Jean-Louis Jarry. De rien du tout, c'est un plaisir. Bah, écoute, un grand plaisir aussi. Et puis, on va terminer en fait avec quelques paroles de patron de Danone. Je ne sais pas si tu l'avais entendu, ce discours qu'il avait fait auprès des étudiants de HEC. Il y a combien de temps? 2016. Ah, bon. Bah, peut-être que je le revois alors. Eh bien là, tu vas voir qu'en fait, il est c'est assez bouleversant parce qu'en fait, bien là, il ne tient pas finalement le discours qu'on pourrait bien vouloir entendre des grandes marques. Là, il parle de son frère en fait, qui en fait était handicapé, mort malheureusement de son handicap, et par cette souffrance et ce qu'il a vécu avec son frère, eh bien on va entendre un entrepreneur très engagé. Il a une vision de l'économie qui rejoint la tienne, Jean-Luc, tu vas voir. Et tout ça a nourri une chose, c'est que désormais, après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut, comme l'Arabie Saoudite le fait en ce moment, comme les États-Unis l'ont fait avec le Mexique, comme on est en train de le faire autour de l'Europe. Mais rien n'arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n'y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale. Ça ne tient pas. Eh bien, j'espère que ça vous a aussi retenti, résonné comme moi, ça a pu résonner pour moi. Je vous dis donc à bientôt et puis restez connectés. Vous tapez Mois de l'ESS en région Centre, vous allez voir toutes les actions, les initiatives, les acteurs. Et donc, voilà, allez-y au contraire, vous allez voir combien en fait le monde peut être aussi bon et beau. Voilà, ça fait du bien, surtout en l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et avant Noël. Et avant Noël. Alors, prenez cette bulle d'air. À bientôt. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir.